Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, des questions essentielles. La vie heureuse de Sénèque et la brièveté de la vie. Deux textes qui ont bientôt 2000 ans, mais qui nous permettent de réfléchir à des questions qui sont toujours d'actualité, qui sont par définition d'actualité. La vie heureuse et la brièveté de la vie. Sénèque est un stoïcien. Mais qu'est-ce que le stoïcisme ? Je ne vais pas me lancer dans une grande explication, non, je vais laisser la parole à Sénèque lui-même dans La vie heureuse qui explique dans la traduction ici de François Rousseau aux éditions Arléa ce qu'est le stoïcisme de manière très simple. Au demeurant, et conformément à ce qui rassemble tous les stoïciens, je me règle sur la nature. Ne pas s'éloigner d'elle. Se plier à sa loi et à son exemple, voilà la sagesse. Ça nous parle aujourd'hui, en ces heures de réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit, et où le rapprochement à la nature, le retour à la nature est une nécessité profonde. La vie heureuse, je reprends les paroles de Sénèque, la vie heureuse, c'est donc celle qui est en accord avec sa propre nature. Parce que qui dit nature ne dit pas environnement, ne dit pas ce qui est en dehors de moi. La nature, c'est moi, sa propre nature. On n'y peut atteindre, donc à la vie heureuse, on n'y peut atteindre que si l'âme est d'abord saine et en constante possession de cette santé, courageuse aussi et énergique, ensuite magnifiquement patiente, prête à toutes les situations, attentive sans anxiété à son corps et à ce qui le concerne. Un esprit sain dans un corps sain. Intéressé enfin par toutes les ressources de la vie sans admiration pour aucune. Décidé à user des présents de la fortune sans leur être assujetti. Tu comprends sans qu'il me soit besoin de le dire qu'une fois qu'on a chassé aussi bien ce qui nous irrite que ce qui nous effraie, il s'ensuit une tranquillité, une liberté perpétuelle, car à la place des voluptés, des séductions mesquines et fragiles, dont le seul parfum est nuisible, s'installe une joie immense, inébranlable et constante, puis la paix et l'harmonie de l'âme, sa grandeur alliée à sa douceur, tant il est vrai que toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Il y a beaucoup de choses déjà dans cette page que je viens de lire. La force de la douceur, l'harmonie de l'âme. Voilà ce que recherche le stoïcien, une harmonie intérieure qui consiste à supporter le monde extérieur, à le mettre à distance, à le chasser, à chasser aussi bien ce qui nous irrite que ce qui nous effraie. Une quête de sa propre nature. Voilà ce que cherche Sénèque. Voilà ce que cherchent les stoïciens. Voilà ce qu'ils appellent le bonheur. C'est un mouvement vers cette joie immense, inébranlable et constante. Joie qui n'est jamais véritablement atteinte ou qui n'est jamais définitivement atteinte, mais qui est un objectif. Mais comment l'atteindre ? Comment atteindre ce bonheur qui nous paraît si loin, et surtout quand les malheurs de la vie nous frappent de manière si dure, si brutale? Comment être capable de s'en extraire pour trouver une tranquillité, une liberté perpétuelle. Et ce mot liberté est tellement essentiel, est tellement menacé aussi, constamment.
Ce qui, chez Sénèque, permet cette tranquillité, cette liberté, c'est ce qu'il appelle la vertu. Un terme qui aujourd'hui ne nous parle plus vraiment. On ne parvient pas à le définir de manière très claire, et même en lisant Sénèque, on a cette impression que pour lui, c'est clair ce qu'est la vertu. Or pour nous, ça ne l'est plus, c'est un terme qu'on emploie plus vraiment, qui est même connoté un peu négativement. Les vertueux, les gens qui, au fond, ne profitent pas de la vie. Voilà ce que l'on imagine avec cette vertu. Or, je crois que revenir à la notion de vertu est effectivement une nécessité. Alors, qu'y a-t-il derrière cette idée de vertu? Voilà un deuxième passage de cette vie heureuse de Sénèque. Que l'homme ne se laisse ni corrompre, ni dominer par les choses extérieures, et ne place son admiration qu'en lui-même. Encore une fois, sa propre nature, opposée à l'extérieur. L'extérieur ne dépend pas de nous, alors que ce qui se passe là, chez nous, en nous, dépend en partie de nous. Qu'il se fie à son courage et préparé à toutes les éventualités, soit l'artisan de sa vie. Voilà la liberté qui était évoquée dans le passage précédent. L'artisan de sa vie, ce beau mot d'artisan qui aujourd'hui est peut-être aussi dévoyé par un monde du travail qui parfois oublie les valeurs de l'artisanat, soit l'artisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas privée de science, ni sa science de constance. Que ses décisions, une fois prises, soient définitives. Que rien dans ses décrets ne puisse être biffé. On comprend, sans qu'il me faille l'ajouter, qu'un tel homme vivra dans l'harmonie et l'ordre, qu'il montrera dans ses actes une grandeur mêlée de douceur. C'est intéressant ce mot de douceur qui revient comme une valeur essentielle. La douceur et la grandeur, la force de la douceur. Encore une fois, un mot comme le mot vertu qui aujourd'hui, le mot douceur, est vilipendé. Il ne faut pas être doux dans le monde dur dans lequel nous vivons. Et pourtant, la force de la douceur, la force de rester tranquille à l'intérieur, malgré les assauts du monde toujours plus violents. Voilà peut-être le message essentiel du stoïcisme et de Sénèque. Mais passons à d'autres extraits. Un discours sur, au fond, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Question centrale, question à laquelle, au fond, beaucoup, par divers subterfuges, essayent d'échapper. Mais on y revient quand même constamment. Moi, j'aurai le même visage lorsque je verrai la mort en face que lorsque j'en entends parler. Je me soumettrai à tous les labeurs, même aux plus pénibles, car l'âme est le soutien du corps. Je mépriserai également les richesses et leur absence, et ne serai ni plus triste si elles sont chez les autres, ni plus fier si leur splendeur m'environne. Je ne sentirai pas venir ou fuir la fortune. Je regarderai toutes les terres comme miennes, et les miennes comme celles de tous.
Je vivrai avec la conscience que je suis né pour les autres et j'en rendrai grâce à la nature. Je relis cette phrase-là parce qu'elle est centrale, elle est essentielle et tellement, tellement, tellement oubliée de nos jours. Je vivrai avec la conscience que je suis né pour les autres et j'en rendrai grâce à la nature. Vivre pour les autres, voilà. Quelque chose qui est un enseignement, une sagesse essentielle. Les autres d'abord. Cette phrase-là, elle me tourne dans la tête parce qu'il n'y a pas que Sénèque qui dit ça, il y a quelqu'un de très proche de moi qui me le dit en ce moment. Et cette personne vit une épreuve extrêmement difficile et peut-être les valeurs stoïciennes, la vertu stoïcienne sont-elles une clé pour affronter les pires épreuves de la vie. Je vivrai avec la conscience que je suis né pour les autres et j'en rendrai grâce à la nature. Comment en effet aurait-elle pu mieux protéger mon intérêt? Elle m'a donné, moi seul, à tous. Et à moi seul, elle a donné tous les autres. De tout ce que j'aurai, je ne ferai ni objet d'avarice sordide, ni gaspillage. Je n'aurai jamais tant l'impression de posséder que lorsque j'aurai donné à bon escient. Je ne mesurerai les bienfaits ni à leur nombre, ni à leur poids, mais seulement à l'estime que j'aurai pour leurs bénéficiaires. Jamais ce ne sera trop à mes yeux pour celui qui en est digne. Je ne ferai rien pour l'opinion, tout selon ma conscience. Je saurai que tout arrive sous les regards de la foule, mais que c'est moi seul qui serai conscient. Je n'aurai d'autre but en mangeant et en buvant que de répondre aux nécessités naturelles, non de me remplir le ventre et de le vider. Je serai agréable à mes amis, conciliant et indulgent pour mes ennemis. Je céderai avant qu'on m'en prie et irai au-devant des demandes honnêtes. Je saurai que le monde est ma patrie et que les dieux le gouvernent, qu'ils sont au-dessus et autour de moi, censeurs de mes actes et de mes paroles, et quand la nature éteindra mon souffle, ou que ma raison me le fera rendre, je m'en irai en me portant le témoignage que j'ai aimé une conscience pure, des intérêts honorables, que la liberté d'aucun n'a été amoindrie par ma faute, et surtout pas la mienne. Celui qui se donne ses buts, veut les réaliser et s'y emploie, fera son chemin vers les dieux, oui, celui-là, même s'il n'a pas réussi, il aura succombé à de nobles efforts. Il y a une exigence extrêmement sérieuse, extrêmement forte dans ce programme de vie, mais d'avoir en tête ce genre d'exigence, de ne pas céder sur sa liberté intérieure. Voilà, encore une fois, quelque chose qui me paraît essentiel. Et puis il y a dans ce livre, en plus ou après la vie heureuse, il y a la vie brève, la brièveté de la vie, le fait que nous ne faisons que passer. Et le destin nous rappelle sans cesse que, en effet, nous ne faisons que passer. Il nous le rappelle parfois de manière extrêmement brutale. Je vais lire le début de la brièveté de la vie. La plupart des mortels, Paulinus, s'accordent pour se plaindre de la parcimonie de la nature, parce que nous venons au monde pour une courte vie, que ces espaces de temps qui nous sont donnés courent avec la rapidité des torrents, si bien qu'à l'exception d'un petit nombre,
la vie abandonne tous les hommes au cœur même des préparatifs de la vie. Et de ce malheur général, du moins ainsi le juge-t-on, la foule et le vulgaire irréfléchi ne sont pas seuls à se lamenter. C'est un sentiment qui a suscité des plaintes même parmi des hommes de grand renom. D'où cette exclamation du plus grand des médecins, « La vie est brève et longue la science ». D'où chez Aristote, en rébellion contre la nature, et on voit bien que chez Sénèque, on ne doit pas se rébeller contre la nature. La nature, il faut l'accepter, accepter sa propre nature. D'où chez Aristote, en rébellion contre la nature, cette protestation des plus déplacés de la part d'un sage. Elle s'est montrée si indulgente avec les animaux qu'elle leur a donné une existence équivalent à 5, voire 10 générations humaines, alors que pour l'homme, né pour tant de grands accomplissements, le terme vient infiniment plus vite. Nous n'avons, et là c'est plus Aristote, c'est Sénèque, nous n'avons pas un temps trop court, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue. On nous en a donné une durée assez grande pour achever les plus hautes destinées, si nous remployons tout à bon escient. Mais quand elle est dissipée dans le luxe et la nonchalance, quand on ne l'utilise pour aucune entreprise de valeur, alors il faudra la contrainte de la nécessité suprême pour que nous sentions que, sans que nous l'ayons vue avancer, elle est passée. Non, ce n'est pas qu'une vie brève nous soit impartie, c'est nous qui la rendons telle. Nous ne sommes pas indigents, nous gaspillons. Si des richesses immenses, royales, échouent à un mauvais maître, elles seront dilapidées en un moment. En revanche, même si elles sont modestes, lorsqu'un bon dépositaire les reçoit, elles s'accroissent à l'usage. De même pour celui qui sait remployer, la vie couvre une longue distance. Au fond, le problème n'est pas tant la brièveté de la vie que faire de sa vie pour ne pas perdre le précieux temps qui nous est imparti, temps dont on ignore la durée. Mais vivre selon sa propre nature, selon sa propre conscience. Choisir d'être l'artisan de sa propre vie. Voilà un message extrêmement simple au fond, mais si souvent oublié dans le flux trop rapide de nos vies. Et c'est déjà chez Sénèque un élément qui est mis en avant. À force de courir, à force de vivre selon l'air du temps, on ne vit pas, on perd du temps. Et on se rend compte, arrivé à un âge avancé, arrivé face aux brutalités de la vie qui se termine, qu'on a oublié de vivre comme chantait l'autre, de vivre selon soi-même et pour les autres. Voilà, c'était quelques réflexions, méditations à partir de Sénèque. Revenir à ces classiques qu'on connaît si peu au fond. Autre utilité de la lecture, la vie heureuse, la brièveté de la vie.